les outre-mer françaises vont extrêmement mal. C'est clair que les outre-mer français vont extrêmement mal, et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un profil, vraiment d'un ministre. D'un homme à poigne, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, c'est ça, vraiment d'un poids lourd et expérimenté. Et il y a aussi un changement de vision, puisque Manuel Valls, donc il avait été impliqué dans les protocoles de Nouméa, il avait très fortement critiqué Emmanuel Macron sur sa politique face à la Nouvelle-Calédonie de retarder le fait d'ouvrir enfin l'ensemble du corps électoral au Caldoche. Et donc il va y avoir un changement politique ici, c'est clair. Et donc on l'a rappelé, mais Manuel Valls a quand même été ministre de l'Intérieur avec un bilan qui a été reconnu par les Français à une époque. Enfin, il a su gérer un certain nombre de crises. Et là, on est face à une multicrise, clairement, dans les DOM, une conjonction de crises. À part Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas trop de départements d'outre-mer qui se portent vraiment bien. Donc c'est peut-être effectivement un poste qui a été cadré pour lui, et c'est peut-être la bonne personne pour ce poste-là. Bon voilà, l'avenir le dira. Mais ça reste effectivement du recyclage, mais on est quand même sur une personnalité qui peut avoir quelque chose à apporter à ce poste-là précisément. C'est parce qu'il faut quand même rappeler que Manuel Valls avait soutenu Emmanuel Macron contre le gagnant de la primaire socialiste de l'époque. Donc il avait trahi un peu ses camarades-là, il avait fait ce cadeau à Emmanuel Macron, et donc Emmanuel Macron qui ne lui a jamais rendu. Absolument. Et de ce côté-là, il y a peut-être un parallèle entre François Bayrou, qui a peut-être prié Emmanuel Macron de le nommer Premier ministre depuis maintenant plus de 7 ans, et pareil pour Manuel Valls. En fait, il a voulu à chaque gouvernement rentrer un gouvernement, parce que ça aurait été peut-être de bonne guerre de la part d'Emmanuel Macron de le nommer. Donc bon, la persévérance finit par payer. Exactement. Qui sera rattaché à un bilan, au bilan de ce gouvernement. Qui sera comptable de ce gouvernement, mais bien sûr. Mais il y a quand même un sujet, c'est que là on dit on lui a pas donné le poste, mais non, c'est que il avait posé une ligne très claire qui était pas d'augmentation d'impôts. Donc c'est là où il y a quand même des convictions. Non mais pardon, non mais la vérité avec Laurent Wauquiez, pardon, s'il a refusé Bercy, c'est qu'il ne voulait pas être celui qui fait des coupes budgétaires, qui augmente. Voilà, il sait qu'il n'y a que des coups à prendre. Évidemment, il n'avait pas envie d'apparaître comme le monsieur Fouettard et ensuite se présenter à la présidentielle. Évidemment. Mais donc il y a une forme de cohérence, il me semble. Bruno Retailleau, qui apporte le soutien du Sénat quand même à ce gouvernement en grande partie, a obtenu des gages très clairs pour pouvoir continuer la politique qu'il a menée au ministère de l'Intérieur. Et donc Laurent Wauquiez est sur la même ligne, a voulu avoir des gages sur le fait qu'une politique économique qu'il mènerait à Bercy soit cohérente avec ses propres convictions et avec le socle qui est celui des LR. Et sauf que ça, on lui a refusé. Donc derrière, c'est normal qu'il ne veuille pas y aller pour être comptable d'une politique à laquelle il ne souscrit pas. Et juste pour terminer, le point fondamental là-dedans, c'est qu'on met toujours les personnalités en premier plutôt que les politiques à mener. Dans tous les autres pays européens, les parlementaires et les chefs de parti se mettent d'accord pour signer un accord de coalition avec, donc là, ici, en fait, plutôt que de nommer un Premier ministre qui ensuite va faire son marché dans différentes personnalités en essayant un peu de contenter la chèvre et le chou, en réalité, Emmanuel Macron devrait juste admettre qu'on est dans un parlement de cohabitation avec un camp présidentiel parfaitement minoritaire, et que donc la balle est dans le camp du Parlement, de se mettre d'accord sur un accord de coalition avec 279 députés qui signent en bas, et seulement après on trouve le nom du Premier ministre. Mais ça, c'est dans... Mais c'est ce qui va devoir arriver s'il y a une censure. Non, mais moi, donc, il n'a aucune légitimité. Pardon, la légitimité, elle vient des élections. Mais quelle élection pour le maire? Pour l'instant, il n'y en a pas eu, précisément. Donc là, maintenant, il faut parer un peu à l'urgence de la situation, essayer de maintenir nos taux d'intérêt, pas trop, parce que si les taux d'intérêt explosent, on sera quand même dans une autre situation qu'aujourd'hui. Donc là, il est là uniquement, à mon sens, uniquement pour ça, pour rassurer les marchés financiers. Mais les marchés veulent pas de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, les marchés aujourd'hui... Si les marchés financiers ne voulaient pas de ça, notre taux d'intérêt serait déjà en train de monter. Là où je pense que tout le monde... C'est pitoyable de dites-moi quel est le meilleur exemple, alors, dans la situation dans laquelle on est, à 57% de dépenses publiques du PIB. Le Danemark n'est pas loin de nous. Le problème, là, c'est que je suis d'accord avec vous qu'il faut effectivement aller tailler dans un ensemble de dépenses publiques. Tout le monde est d'accord là-dessus. La question, c'est... Oui, mais personne ne le fait. Non, mais personne ne le fait. Mais la question, c'est... Est-ce maintenant qu'il faut le faire? Ah bah oui, au plus tôt. Au plus tôt. Vous attendez quoi, la cinglade là? Si vous voulez... Non mais... Il y a quand même un sujet. Tailler dans les dépenses aujourd'hui,
ce serait créer une récession. Voilà. Et si vous créez une récession, qu'est-ce qu'elle fait la dette ? Elle augmente en termes de pourcentage du PIB. Donc c'est pour ça qu'on peut pas le faire. Ça fait 30 ans qu'on entend cet argument. Ça fait 30 ans. Le problème, c'est que quand il y a eu des gens qui ont une légitimité politique, ils n'ont pas fait ce travail-là. C'est ça le problème. Mais là, aujourd'hui, dans une situation dans laquelle on est quand même le couteau sous la gorge par les marchés financiers. Excusez-moi, mais c'est pas absurde de vouloir gagner 2-3 mois le temps d'une prochaine élection législative. Gérard Mercier. Je pense que le maître mot dans ce que vous venez de dire, c'est manœuvrer. C'est-à-dire que quand même, François Bayrou n'est pas connu pour sa colonne vertébrale particulièrement rectiligne. Il est plutôt très souple. Et je pense que dans la situation actuelle, c'est peut-être effectivement ce dont il y a besoin pour ne pas être censuré. Et peut-être le point à dire, c'est qu'à la base, Emmanuel Macron avait quand même négocié les conditions pour qu'il puisse y avoir un pacte de non-censure avec le PS et les écologistes. François Bayrou, dans ses rencontres avec eux, a dû se rendre compte qu'ils n'étaient pas très fiables peut-être. Et donc, in fine, il s'est effectivement plutôt positionné pour essayer de voir avec Marine Le Pen s'il pourrait y avoir une absence de censure. Et je pense que en fait, tout va se jouer dans cette relation entre François Bayrou et Marine Le Pen. Marine Le Pen, faire 2 fois le coup de la censure avec LFI, ça va quand même être un petit peu compliqué. Donc tout va dépendre du budget qui est présenté. Mais et encore une fois, sur l'immigration, sur les baisses de dépenses, il y a quand même un certain consensus, en tout cas de ne pas augmenter les impôts, allant du RN d'ailleurs jusqu'au MoDem. Donc quelqu'un comme François Bayrou, qui est un vieux routier de la politique, il a peut-être un peu plus de chance là aujourd'hui que Michel Barnier. On avait dit que Michel Barnier serait un très fin négociateur. Finalement, il n'a pas réussi. Alors, est-ce que François Bayrou va réussir mieux que ça ? C'est la question qui s'ouvre. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible que François Bayrou survive plus longtemps que Michel Barnier. Mais il y a d'autres avenues quand même. Hein, il faut le dire. Donc là, la loi spéciale de finances qui permet à la continuité de l'action publique, donc sur la base du budget 2024, en fait, elle est mois par mois. Donc en fait, tous les mois, ça va devoir repasser. Ici, mesure vraiment consensuelle il y a, comme par exemple sur les agriculteurs, ça pourrait passer dans cette loi spéciale. L'autre point, c'est que François Bayrou pourrait utiliser l'article 47 de la Constitution, où au terme du passage du budget de l'Assemblée au Sénat, il pourrait en fait faire passer le budget par ordonnance. Donc il y a quand même un certain nombre d'avenues que François Bayrou peut utiliser. Je pense que quand il dit en dernier du dernier recours, s'il y a blocage, etc., en fait, c'est peut-être vraiment à l'issue de l'ensemble de ces avenues-là que ce sera le cas. Et donc, en fait, pas du tout dans l'immédiat, ni en janvier, ni en février, ni même en mars. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour réussir à naviguer la situation avec ce Parlement actuellement. Mayotte, il a voulu une forte personnalité et donner les moyens à cette personnalité, en l'occurrence Manuel Valls, d'agir comme il le faut. Ah bah complètement. Je pense que c'est ça le point. Alors, il y a le côté amener quelqu'un de gauche. Il l'a dit, il a une estime personnelle pour lui également. Je pense que ce qu'il voit, c'est aussi peut-être une personnalité d'action. Et dès qu'il y aura une crise dans les DOM, ce sera Manuel Valls qui sera sur le devant de la scène. Et donc, François Bayrou n'aura plus à, entre guillemets, quitter le territoire national, comme il a pu le dire, faire cette bourde énorme. C'est-à-dire que au moins, la politique vis-à-vis de nos Outre-mer devrait être mieux tenue, en tout cas par Manuel Valls que par François Bayrou, qui, il faut le rappeler, a fait un début quand même de mandat de Premier ministre catastrophique, avec plusieurs bourdes sur ce sujet. Donc voilà, je pense qu'il est très content de pouvoir peut-être se reposer sur quelqu'un à qui il va avoir plus confiance. Mais justement, moi je trouve ça très positif en fait. Ça c'est peut-être le fait qu'Emmanuel Macron ait un peu perdu la main ici et se retrouve, qu'il soit un peu fait imposer quand même son jeu de Premier ministre, qu'il y a un certain nombre de personnalités dont il voulait pas, qui soit là. Enfin, parce qu'Emmanuel Macron, il est terrifié de l'effacement pour ces dernières années de quinquennat. Donc, et là, il est vraiment à risque d'être effacé, puisqu'il va y avoir des ministres d'action qui sont rompus au jeu médiatique, qui vont avoir un peu l'espace de proposer des choses et d'être sur le terrain en tout cas. Il aura une visibilité sans doute sur la scène internationale plus que sur la scène nationale manifestement. Oui, pas seulement, on verra, mais bon. C'était une erreur quelque part, une faute d'annoncer ce gouvernement le jour de deuil national. Ah bah c'est sûr que nous on s'y attendait pas. C'est pour ça que ça devait être annoncé hier soir. On a été habitué un peu au retard toujours d'annonce, mais donc en fait ils ont un peu joué sur les heures, hein, parce que je crois que le deuil national c'était jusqu'à 18h et ils ont annoncé à 18h30. C'est ce que dit l'Élysée. C'est un peu honteux, vraiment. C'est honteux et
Et choquant, honnêtement, quand on sait la situation à Mayotte, le fait que François Bayrou n'y soit toujours pas allé. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que demain c'est le réveillon de Noël, mercredi c'est Noël, il aurait fallu attendre jeudi, et on perd 3 jours d'action. Pas demain à 10h. Je vais pas de... Enfin, il y en a beaucoup de Français travaillent demain. Donc, moi, ça ne m'aurait pas choqué, en tout cas, qu'ils annoncent ça demain à 10h, alors que ça me choque clairement qu'ils annoncent ça, effectivement, un jour de deuil national. D'autant plus avec le passif qu'il a sur Mayotte, où il n'y a toujours pas de plan d'action, où l'action de l'État, quand même, met du temps à arriver. Donc, on va en parler longuement, oui. Alors, est-ce que les Mahorais se sentent ce soir, selon vous, entourés par un pays tout entier, pour reprendre les mots de François Bayrou? Je ne suis pas certain, ça fait quand même 10 jours maintenant qu'ils attendent plus de secours, plus d'action. Honnêtement, quand il y a eu la crise en Nouvelle-Calédonie, il me semble qu'on a attendu moins longtemps avant d'envoyer la gendarmerie mobile et d'autres moyens de l'État. Je trouve que cette vacance du pouvoir, je comprends qu'elle a été très mal perçue par les Mahorais. Et donc... il y a vraiment fort à faire ici et je pense que le message qui aurait dû être passé, en fait, c'est de dire aujourd'hui, quand même, Mayotte a un PIB par habitant de 8 800 euros. Et donc, il y a un vrai sujet ici. Et donc, peut-être qu'on aurait pu articuler un plan d'action en disant que faire de cette tragédie une opportunité pour l'île de reconstruire aux normes de la métropole, peut-être, et aussi agir sur l'immigration, puisque quand il y a 180 000 Mahorais et 320 000 habitants sur l'île, ça complique quand même grandement les choses. Voilà, ce nombre de victimes ont été dans les bidonvilles, puisque quand on a un abri qui est fait juste de 4 tôles, ça fait que face à un typhon, ça pèse pas lourd. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont très concrets, et ça fait 10 jours qu'il n'y a aucune réponse de l'État. Oui, c'est très difficile. Voilà, il y a un peu une guerre de chiffres quand même, puisque la réalité, c'est que les habitants ont accès à de l'eau courante, mais seulement une partie de la journée. Et donc c'est comme ça qu'on réconcilie en fait les deux côtés. Moi, je voudrais revenir quand même sur les bidonvilles, parce que c'est un sujet absolument majeur pour la reconstruction de Mayotte. Et quand même, il faut souligner la responsabilité d'Emmanuel Macron dans la formation de ces bidonvilles, parce qu'il y a eu quand même un accord qui a été signé avec le président des Comores en 2019, justement pour réguler l'immigration clandestine, qui est le fléau de Mayotte. C'est un peu le signe avant-coureur de ce que pourrait devenir la France si on continue sur cette pente-là. On l'a cité, les chiffres. C'est monstrueux. C'est la moitié de la population qui... On est loin d'en être là en métropole quand même. Hein. Non, mais bien sûr. Mais donc justement, cet accord-là qui avait été signé en 2019, le président des Comores ensuite est revenu dessus moins d'un an plus tard en disant non mais en fait Macron, il peut aller ailleurs. Moi je renie cet accord et donc et l'État a laissé faire. On s'est complètement laissé marcher dessus et Mayotte est complètement donc effectivement envahi. Ces bidonvilles se sont répandus sur les collines et donc cette urbanisation complètement incontrôlée. C'est à ça que c'est à ce genre de tragédie qu'on aboutit derrière. Donc il y a une vraie responsabilité ici d'avoir laissé pourrir cette situation migratoire, de ne pas avoir voulu la regarder, l'adresser très fermement. Et pour la reconstruction de Mayotte, en fait, ça va être une condition sine qua non de pouvoir juste reconstruire dans les bonnes conditions, qu'il n'y ait plus autant de clandestins. Alors, selon le patron du renseignement territorial, il y a 2 menaces existentielles en France, c'est l'islamisme et le narcotrafic. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État fait tout ce qui est en son pouvoir pour mener la guerre aux islamistes et aux narcotrafiquants? Alors, pour commencer sur l'islamisme, il y a quand même de plus en plus une reconnaissance du problème. C'est louable, notamment avec ce type d'intervention. Maintenant, c'est les actions. Et la guerre à l'islamisme, elle n'est pas du tout assez puissante. Alors, il y a quelques signes, comme les condamnations dans le cadre de l'affaire Samuel Paty, par exemple, qui sont quelque chose, à mon sens, très, très positif, de montrer qu'il n'y a pas d'impunité, quelque part, à propager la haine et à mettre une cible sur le dos d'un enseignant. Mais derrière, par exemple, au millénaire, on propose donc l'extension de la notion d'intelligence avec l'ennemi, l'intelligence avec l'islamisme. Et ça permettrait donc de faire relever du pénal le fait de pousser ce type
de pensée et d'influence voilà, à l'intérieur de la... Qui aujourd'hui, parce que les islamistes, il faut le dire, qui opèrent en France, connaissent très bien la loi. Exactement. Et passent souvent entre les mailles du filet, précisément parce qu'ils ne franchissent pas la limite. Voilà, et donc c'est souvent très compliqué de les faire condamner, alors même que leurs propos sont inadmissibles. C'est ça, en fait, tant qu'il n'y a pas d'intention terroriste, finalement, aujourd'hui, l'arsenal juridique est un peu démuni. Avec l'association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste, là, on s'est doté de ce type de choses qui est très efficace contre le terrorisme, mais vraiment sur l'islamisme en particulier, en fait, la mouvance frériste qui avance sans violence, mais avec cette volonté d'instaurer un califat et la charia, en fait, passe entre les mailles du filet. Et avec ce type de proposition voilà, d'intelligence avec l'islamisme, en fait, on pourrait agir beaucoup plus fortement contre ça. Maintenant, sur le narcotrafic, il y a aussi, je pense aussi, du fait de l'arrivée de Bruno Retailleau, une prise de conscience et la volonté de mobiliser tous les moyens de l'État, donc y compris, par exemple, les impôts, voilà, l'inspection des commerces pour vérifier ceux qui feraient du blanchiment d'argent, pour vraiment prendre ce problème à bras le corps. Il y a aussi une proposition, un projet de loi qui est aujourd'hui porté au Sénat précisément contre ça, avec des propositions intéressantes. Donc il y a au moins le constat est là, et donc on commence à voir petit à petit un réarmement, mais ça reste vraiment le début. Donc il faut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, c'est très clair. Sortir de certaines conventions qui nous lient et nous contraignent de manière, j'allais dire, un peu préoccupante et qui rendent l'action de l'État un peu inopérante. Et il va falloir changer cela en profondeur. Peut-être, hein. Oui, alors est-ce que ces changements en profondeur, je ne sais pas, par remettre en place le délit d'intelligence avec l'islamisme? Parce qu'on nous dit aujourd'hui, Bruno Retailleau dit aujourd'hui, il y a des imams qui prêchent la haine sur le territoire français, mais quand on veut les expulser, eh bien, on nous dit non parce qu'ils ont une famille en France, on nous dit non parce qu'ils doivent être soignés en France. Il y a quand même... Et donc là, on en vient au deuxième point qui est effectivement la Cour européenne des droits de l'homme. Exactement. Bon. Donc le fait qu'il faille sortir de la CEDH, je pense que c'est quelque chose qui va faire de plus en plus consensus. La CEDH n'est pas une institution européenne, c'est une institution du Conseil de l'Europe. Rien ne nous empêche d'en sortir. Les Britanniques voulaient le faire bien avant même le Brexit. Ça ne poserait en réalité pas spécialement de problème. Et donc oui, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Et je pense que même avec le Parlement actuel, en fait, il pourrait y avoir une majorité pour ce faire. Donc c'est pas quelque chose de très en profondeur. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Ça, on est d'accord, parce que le droit à la vie privée, le droit aux soins, etc. La Cour de la CEDH a vraiment complètement disjoncté là sur la protection des étrangers et des immigrés qui sont néfastes quand même à notre société, hein, puisque là, on parle d'imams salafistes ou fréristes qui contaminent vraiment les esprits. Donc oui, ça, il faudra sortir de la CEDH clairement. C'est aussi que les recours sont suspensifs. En réalité, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Si le recours n'était pas suspensif, on pourrait expulser quand même. L'Australie, en fait, a résolu le problème en faisant en sorte qu'on ne puisse pas déposer une demande d'asile sur son territoire à elle. C'est-à-dire que les demandes d'asile ne peuvent être déposées. C'est ce que préconise le Rassemblement national en France, que les demandes d'asile soient traitées à l'extérieur du territoire. Oui, alors je pense que c'est très bien. C'est quelque chose, encore une fois, que en Australie aujourd'hui fait consensus. Ça avait été introduit par les conservateurs. Ça s'appelle donc la solution du Pacifique, que tous les migrants illégaux qui tentent de traverser la mer soient interceptés et amenés sur l'île de Nauru en centre de rétention administrative le temps que leur demande d'asile soit instruite. Et ensuite, les demandeurs d'asile en fait étaient placés dans d'autres pays. Ça, la conséquence directe a été qu'il y a eu une absence totale de morts en mer à partir du moment où cette politique a été mise en place. Du jour où les travaillistes sont arrivés au pouvoir, désolé c'est un peu long, ils ont retiré cette politique, le nombre de morts en mer s'est mis à réaugmenter, et les travaillistes, au bout de 6 mois qu'il se remettait à y avoir 100 morts tous les mois dans des bateaux qui coulent, en fait sont revenus dessus et ont remis cette politique en place, et aujourd'hui c'est une politique qui est parfaitement consensuelle en Australie. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Le Danemark le fait très bien aussi. Il y a tout un ensemble d'arsenal de choses qu'on peut faire en s'inspirant de l'Australie, du Danemark, d'un certain nombre de pays pour mettre fin à ce chaos. Est-ce qu'il dit ce soir qu'il ne veut pas une loi et qu'il veut plutôt prendre... Non, parce que justement, François Bayrou a quand même, il me semble, dit que les 7% d'OQTF qui sont effectivement appliqués, exécutés, merci, étaient en fait la mission première du gouvernement. Donc je pense que là, dans cette interview à vos confrères, il a été assez clair sur le sujet qu'il voulait au moins
sur le sujet des OQTF qu'on fasse bien mieux qu'aujourd'hui. Mais un directeur d'administration comme ça, c'est difficile pour lui, je pense. Naturellement, c'est pour ça que je l'ajoute. Je l'ajoute, vous avez bien compris. Vous avez raison, mais pas que LFI. D'ailleurs, on se souvient d'autres maires, par exemple, qui ont été particulièrement complaisants envers l'islamisme. Souvent à l'extrême gauche, quand même. Ah, ça c'est sûr. On voit effectivement que Mickaël Paty se sent menacé, naturellement, et menacé par les islamistes. Exactement, et je pense qu'elle devrait porter plainte, parce qu'il faut vraiment que le sentiment d'impunité disparaisse pour les islamistes et pour cette Elle s'est sentie menacée à l'intérieur même du tribunal. C'est ça, elle a dû être escortée donc, par des gendarmes. Donc là, s'il y a eu menace, etc., elle devrait porter plainte, au moins pour marquer le coup. Je pense que c'est dans ce genre de cas où il faut que les peines... Mais c'est